Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Pour les actualités nationales, entretien téléphonique entre le président de la République et son nouvel homologue élu du Kenya. Pour les actualités internationales, dans l'ouest de l'Allemagne, le manque d'eau dû au pic de chaleur estivale faisant peser une menace supplémentaire. C'est ce que nous verrons dans cette édition. Merci encore, mesdames et messieurs. Si vous nous rejoignez dans cette édition, je vous disais dans les titres, le président de la République, son Excellence Elhadj Ismaïl Omar Guelleh, s'est entretenu ce mardi en fin de matinée avec son nouvel homologue élu du Kenya, son Excellence M. William Ruto, déclaré hier vainqueur du scrutin présidentiel qui a eu lieu le 9 août dernier dans ce pays. Le chef de l'État a saisi l'occasion de cet entretien pour féliciter de vive voix M. Ruto pour sa brillante élection à la magistrature suprême de ce pays ami et voisin. Cet échange téléphonique servit aussi de cadre à l'évocation des principaux défis à l'ordre du jour dans cette partie du monde, notamment la paix et la stabilité et la question relative à l'intégration économique régionale. Autre actualité, toujours le président de la commission électorale kenyan a déclaré le vice-président William Ruto vainqueur de l'élection présidentielle serrée face à Raila Odinga, 5 fois candidat. Un triomphe pour l'homme qui a bouleversé la politique en faisant appel aux Kenyans en difficulté sur le plan économique et non sur le plan ethnique traditionnel. Wafula Chebukati a annoncé que le vice-président sortant William Ruto avait cumulé plus de 7,17 millions de votes, soit 50,49 de voix, contre 6,94 millions, soit 48,85% pour Raila Odinga, remportant l'une des élections les plus serrées de l'histoire du pays. Retour à Djibouti-Ville à présent, où le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a procédé hier à la réception d'un important don de matériel comprenant des fauteuils roulants et électriques pour handicapés, des fauteuils destinés aux patients hospitalisés et des lits d'hospitalisation. Ces matériels sont octroyés par l'ONG caritative qui aide les personnes à besoins spéciaux basées en Norvège. Ont assisté à cette cérémonie de réception la directrice exécutive de l'ONG caritative, Mme Dera Haji Mahmoud, ainsi que l'ensemble des responsables du ministère de la Santé. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, a remercié l'ONG caritative pour leur acte de solidarité et de générosité en faveur des patients djiboutiens et a promis que cet important don de matériel sera réparti aux différentes structures médicales. Autre actualité de ce journal, sous l'égide du ministère de la Culture, a été organisé aujourd'hui un atelier de dissémination des résultats concernant l'initiative de renforcement de moyens de subsistance en milieu rural pour la Corne de l'Afrique. Cette initiative concernait plus particulièrement l'urgence et la relance de la production agricole face aux impacts liés à la pandémie de la Covid-19. Cet atelier a été présidé par le secrétaire général du ministère de la Culture, M. Ibrahim Elmi, en présence des scientifiques experts et chercheurs du CERD et des partenaires techniques et financiers concernés par ce vaste projet des agricultures et des hauts cadres du ministère de la Culture. Plusieurs thématiques étaient à l'ordre du jour de cet atelier, à savoir l'accès aux semences pour la transformation des systèmes alimentaires en Afrique, le renforcement de politiques sémencières dans la région de l'IGAD et l'importance des essais variétaux des semences. Plusieurs présentations des principaux résultats ont été réalisées par le Dr Sugé Cher, chercheur agropédologue au CERD, et Ahmed Ibrahim, ingénieur agronome au ministère de la Culture. À présent, on écoute le secrétaire général du ministère de la Culture présent à cet événement. Afin de lutter contre l'insécurité alimentaire et la sécheresse récurrente en milieu rural, le gouvernement de Djibouti, à travers le ministère de l'Agriculture, a mis en œuvre un ensemble de programmes et de projets de développement socio-économique qui comprennent, entre autres, la mobilisation des eaux de surface, l'installation des barrages et des retenues, la mise en place de cultures intensives sous serre pour la production de fruits et légumes, la création et l'extension des périmètres
et oasienne, l'introduction de techniques innovantes en matière d'irrigation. Et j'en passe. Et ça, avec l'appui des différents partenaires au développement. Cependant, durant les 2 dernières années, la crise sanitaire a ébranlé l'agriculture dans son ensemble, surtout dans le domaine rural, dans sa chaîne de valeur. Les mesures de confinement et de restriction des voyages ont rendu aussi difficile l'accès aux intrants agricoles et au matériel d'irrigation. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Agriculture a lancé la mise en œuvre du projet régional intitulé « Initiative d'urgence et de relance de la production agricole face aux impacts liés à la pandémie de Covid-19 ». Ce projet a permis d'atteindre en peu de temps des résultats très probants et concluants qui me donnent une entière satisfaction. Il s'agit entre autres, en résumé, la restauration des revenus des conditions de vie des 1000 agriculteurs affectés par l'épidémie du Covid-19. Ces agriculteurs ont bénéficié d'un soutien technique, notamment la fourniture de variétés et semences adaptées à notre pays à haut rendement de résilience au changement climatique. La création des opportunités de subsistance ou emploi dans les femmes, en particulier les jeunes, dans la multiplication et la distribution des semences. Ainsi, plus de 50 conseillers villageois ou MBA composés des femmes et de jeunes agriculteurs ont trouvé un emploi grâce à ces projets. La mise en place d'un protocole d'évaluation et de la performance agronomique des systèmes améliorés. Ce travail de recherche scientifique confié à l'Institut des sciences de la vie du cerf a débouché sur l'identification de plusieurs espèces maraîchères performantes adaptées à notre contexte national. On continue toujours dans cette même optique. À l'issue des interventions des officiels, place aux visites des stands avec les explications du Dr Sougé, chercheur agropédologue au CERD. Les officiels ont pu découvrir plusieurs variétés des semences adaptées au contexte pédoclimatique de notre pays. Les semences exposées lors de cet atelier de restitution sont des graines de tomates, d'aubergines et de combos principalement. Faut multiplier des semences au niveau local. C'est-à-dire, il est venu après le Covid-19, comme il y a eu des problèmes de logistique et d'acheminement des intrants agricoles au niveau international, on a voulu multiplier et produire des semences localement pour les agriculteurs djiboutiens. Et donc, c'est dans cette initiative et dans cette logique-là que ce projet a eu lieu. Aujourd'hui, on a pu toucher 1100 agriculteurs djiboutiens à travers des petites distributions de semences améliorées. Et on a pu aussi produire au niveau de Djibouti. Il y avait aussi un autre volet expérimental où on voulait tester les variétés les plus performantes à Djibouti pour avoir après des variétés qu'on peut multiplier, remultiplier au niveau local et distribuer à la fin aux agriculteurs pour qu'ils puissent augmenter la production et le rendement au niveau national. Cet été, les incendies dans nos quartiers ont battu un record sans précédent. On dénombre rien que les 2 mois derniers, 1 ou 2 incendies par semaine. Ces incendies ont causé des dégâts matériels très importants et en plus d'une centaine de sans-abri. Quelles sont les origines de ces incendies? Comment prévenir et pallier à ces catastrophes? Les réponses dans ce reportage. Djibouti est confronté ces derniers temps à une multiplication des incendies. Il ne se passe pratiquement pas une semaine sans qu'un incendie ne soit déclaré. Même si ces incendies sont d'une ampleur moyenne, leur source demeure inquiétante. Il s'agit pour la plupart des fraudes électriques qui se traduisent par un drame assez tragique. En voulant frauder l'électricité pour quelques heures de climatisation, on finit par sa famille et ses voisins dans la rue, avec la destruction de tous leurs biens. Dans ce cas-là, il ne s'agit plus d'une simple fraude, mais plutôt d'atteinte à la vie d'autrui. Il est également à savoir que la météo de ces temps-ci, avec ce vent de Khamsin soufflant à vive allure, constitue un autre danger potentiel qui multiplie dans tout foyer l'incendie ou de simples feux de cuisine. La pratique de la chicha et son feu de braise constitue une autre source de danger qui peut facilement finir par une catastrophe. Voici en gros les causes principales de ces foyers d'incendie, des causes aussi bien plus dangereuses les unes des autres que la population n'en prend pas en considération. Les soldats du feu, toujours en alerte 24 heures sur 24, sont confrontés à des incendies causés par notre manque de conscience. Outre cet état de fait, nos pompiers sont confrontés à des problèmes de voirie urbaine,
Les voies d'accès à l'intérieur des quartiers sont souvent obstruées par des travaux ou des matériaux de construction condamnant ces voies. Ce chantier non déclaré auprès des préfectures et des communes rendant les secours impossibles, ce qui complique davantage le travail des pompiers, réduisant leur champ d'action. L'autre grand défi qui s'oppose à nos pompiers demeure la structure de nos quartiers qui sont bâtis en matériaux légers. C'est dans ce genre d'incendie qui trouve leur origine dans l'inconscient de certains de nos concitoyens que se débattent nos sapeurs-pompiers à longueur de la semaine. Les soldats du feu sont confrontés par ailleurs à d'autres obstacles comme par exemple l'obstruction des voies d'accès. Des matériaux de construction sont déposés souvent sur les voies, rendant les secours impossibles par manque de voies d'accès. À ce chapitre s'ajoute le problème de la foule et surtout des enfants qui frôlent la mort en se faufilant à travers les gros camions. Autant de facteurs qui constituent un frein au recours d'urgence. Face à cet état de fait, la direction de la protection civile devrait entamer une vaste campagne auprès des médias, bien sûr, mais aussi auprès des ulémas, des associations de jeunes et des femmes, mais aussi auprès des préfectures et de la mairie pour éveiller la conscience collective de nos concitoyens et les sensibiliser sur les origines des incendies ainsi que l'organisation des secours. Direction d'Amerjog, où les élus locaux de la région d'Arta ont abrité ce matin dans le centre de développement communautaire de la sous-préfecture de Damerjog une réunion concernant les différents projets d'investissement de la sous-préfecture d'Amerjog. Cette réunion a vu la participation du secrétaire général du conseil régional, les élus locaux, la sous-préfète par intérim de Damerjog, le responsable du CDC, la société civile et les associations. L'objectif de cette réunion consiste les nombreux projets d'investissement prévus l'année 2022 de la sous-préfecture de Damerjog de la région d'Arta. Enfin, la cérémonie se clôturée avec les plantations d'arbres dans le centre de développement communautaire de Damerjog. Je vous emmène au nord à présent, toujours dans la continuité des Jeux d'été. La sous-direction régionale de Bok a organisé hier plusieurs activités sportives et traditionnelles au complexe sportif. Au menu, le volleyball, la lutte traditionnelle, la pétanque, tennis de table, tech-ball, etc. L'événement a été honoré par la présence du président du conseil régional, M. Mohamed Ahmed, le directeur de région du secrétaire d'État au sport, M. Youssef Abdallah, le coordinateur des sports, M. Ahmed Ali, au cadre du secrétariat d'État au sport, Ali Mohamed Ali, le directeur adjoint du stade Gouled, M. Abdelkader Ahmed, ainsi que plusieurs autorités locales. Pour rappel, ces activités qui se déroulent depuis un mois sont à leur phase finale et permettent aux jeunes Djiboutiens d'apprendre, de valoriser et surtout de préserver leurs traditions. Voici les dires du président du conseil régional à cette occasion. On écoute. Des activités qui sont organisées par le secrétariat d'État sport. Et la nouveauté cette année, c'est qu'ils ont donc inclus la partie culturelle. Il y a donc des jeux traditionnels comme les Dabouda, comme les Afarkoso aussi. Donc c'est une très bonne initiative personnellement que je salue. Pourquoi? Parce que ces traditions, donc avec le temps, ça a commencé à se perdre. Donc aujourd'hui, l'objectif de ces genres d'activités, que ce soit les Bouddha aussi, la jeunesse donc d'aujourd'hui, pour la plupart d'elles, donc elles le découvrent. Bon, nous à l'époque, donc on voyait ces jeux-là, et aujourd'hui, ça me fait plaisir de revoir donc ces jeux-là, et surtout donc l'engouement que ça suscite auprès de la jeunesse. Donc je renouvelle mes félicitations donc, à l'endroit du secrétariat, donc, et surtout donc, à M. Hassan Mohamed Kamil, qui est donc l'initiateur de cet important programme. Et je voudrais également donc, profiter de ces micros pour inciter la jeunesse bokoise à perdurer donc, cette tradition, à donc, remettre en valeur donc, ce jeu qui a été perdu. Donc on peut faire ici conjuguer donc, et les sports et la culture par la tradition.
Donc le conseil régional que je représente et la préfecture aussi, nous travaillons main dans la main. Nous sommes toujours donc, aux côtés de la jeunesse et les initiatives qui vont aimer, nous avons, ce sera donc la 3e année bientôt qu'on va organiser la 3e édition du tournoi de la région. Et cette année, Inch'Allah, on va inclure aussi ces côtés culturels où on mettra donc en valeur ce jeu qui était à l'époque donc pratiqué par des personnes âgées. Mais aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui est tellement enthousiaste et cet engouement, c'est à saluer. Donc, félicitations à tous et merci à tous. Sport toujours, mesdames et messieurs, mais en Turquie, où dans le cadre de la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique à Konya, les athlètes djiboutiens toujours en lice poursuivent la compétition. Cette fois, c'est au tour de la Fédération djiboutienne de judo, représentée par Mme Naïma Saad Hassan, inscrite dans la catégorie de 57 kg dames de ce tournoi de la solidarité islamique organisé à Konya, en Turquie. Après un combat passionnant, notre jeune judokate s'est défendu avec hargne face à son adversaire plus expérimenté sous les conseils et les encouragements de son entraîneur, M. Sasso Mohamed Sasso, qui n'a cessé d'haranguer son disciple tout au long du match. Applaudi par la salle pour sa combativité, malheureusement, notre jeune athlète s'est incliné face à la Nigérienne par une technique de mobilisation sur le sol. Le président de la fédération de judo djiboutien, M. Faisal Abdurrahman, n'a pas manqué de rappeler que d'autres athlètes djiboutiens qui étaient engagés n'ont pas pu assister à cause de blessures, dont le jeune champion du judo international, M. Alexandre Aden Hussein. Il a également mis l'accent sur les autres objectifs de la fédération qui prépare d'autres compétitions internationales à venir, comme les championnats d'Afrique. Trouvons aujourd'hui dans la compétition du judo dans le cadre des 5e Jeux islamiques de Konya 2021. La Fédération djiboutienne de judo a préparé beaucoup des athlètes pour cette compétition. Malheureusement, nos 2 meilleurs athlètes se sont blessés et on n'a pu engager qu'une seule fille, Rahima Saad, qui a fait un très bon combat pour son premier combat au niveau international, mais malheureusement a perdu sur une immobilisation au sol. Aujourd'hui, moi, je suis là en tant que représentant de la Fédération internationale de judo pour la gestion de la compétition. Mais nous continuons donc dans l'espoir de faire mieux au judo. Et comme on a toujours essayé de ramener des médailles, on va continuer encore à faire dans les prochains jours. Instant météo de ce journal. Nous sommes toujours en pleine saison de pluie à Djibouti et dans les régions, le ciel reste couvert malgré quelques éclaircies. Selon l'agence de la météo, une semaine plutôt pluvieuse s'annonce. Des pluies modérées sont attendues dans les régions de Tadjoura, Dikil, le littoral d'Obok et Alisebié et ses environs. Des précipitations faibles, inférieures à 20 mm, sont prévues sur le reste du territoire. La semaine précédente a connu un épisode pluvieux dans les régions du sud avec un cumul supérieur à 120 mm. Avis des recherches. La direction de la sécurité publique de la police nationale lance un avis de recherche à la population pour retrouver le jeune Soudeidi Mahad Ahmed, âgé de 9 ans. Le jeune a été vu pour la dernière fois durant le mois de mai 2022. Il était vêtu d'un pantalon et un t-shirt bleu, comme vous découvrez sur cette photo. Depuis cette date, Soudeidi Mahad Ahmed reste introuvable. En cas de découverte ou d'information sur ce jeune garçon, veuillez contacter le numéro standard du commissariat central, le 21 35 27 61. Je répète, le 21 35 27 61, ou se présenter au siège de la police de mineurs. Pour les actualités internationales, je vous disais dans le titre, la perspective d'un arrêt partiel du trafic fluvial de ce fleuve parmi les plus fréquentés du monde constitue un nouveau casse-tête pour l'industrie allemande. Déjà éprouvée par la crise du gaz russe et la flambée des prix de l'énergie dans la foulée de la guerre en Ukraine. Environ 4% du fret est transporté par voie maritime en Allemagne, y compris sur le Rhin, qui prend sa source en Suisse pour traverser plusieurs pays dont la France et l'Allemagne avant de se jeter dans la mer aux Pays-Bas. Le fleuve a regagné en importance ces derniers mois car pour se détourner en particulier du gaz russe dont elle est dépendante, l'Allemagne veut davantage se tourner vers le charbon. Or, les grandes centrales électriques se situent principalement dans le pourtour rhénan, fleuve clé pour leur approvisionnement. Les plus grandes entreprises allemandes ont déjà prévenu que de fortes perturbations du trafic fluvial pourraient porter un nouveau coup à une économie déjà en proie à des difficultés d'approvisionnement.
La diminution du fret sur les RIN s'additionne ainsi à la perturbation de la chaîne d'approvisionnement constatée par l'industrie, accentuant le risque des pénuries. En Bavière, une pénurie de carburant à la pompe a été attribuée, entre autres facteurs, au faible niveau du fleuve. Autre actualité internationale, les talibans ont scandé des chants victorieux lundi à Kaboul, près de l'ancienne ambassade américaine, pour célébrer le premier anniversaire de leur retour au pouvoir en Afghanistan le 15 août 2021. Les fondamentalistes islamistes s'emparaient sans combattre de la capitale Kaboul au terme d'une offensive éclair menée sur tout le territoire contre des forces gouvernementales en déroute à la faveur du retrait de troupes américaines et de l'OTAN après 20 ans de conflit dans le pays qui a fait des dizaines de milliers de morts. Le retrait chaotique des forces étrangères s'est poursuivi jusqu'au 31 août avec des dizaines de milliers de civils en panique se précipitant vers l'unique aéroport de la capitale pour être évacués hors du pays sur n'importe quel vol disponible. Un an après, les combattants talibans expriment leur joie de voir aujourd'hui leur mouvement exercer le pouvoir au moment où, de leur côté, les agences d'aide humanitaire s'alarment de voir la moitié de 38 millions d'habitants du pays confrontés à une pauvreté extrême. Mais pour les Afghans, ordinaires et particulièrement les femmes, le retour des talibans n'a fait qu'amplifier les difficultés. Très vite, et en dépit de leurs promesses initiales, les nouveaux maîtres du pays sont largement revenus à l'interprétation ultra-rigoriste de l'islam qui avait caractérisé leur premier passage au pouvoir entre 1996 et 2001, restreignant fortement les droits des femmes. Celles-ci sont exclues de nombreux emplois publics et interdites de voyager seules en dehors de leur ville. En mars, les islamistes ont fait refermer aux filles les lycées et collèges quelques heures après leur réouverture, pourtant annoncée de longue date. C'est tout pour cette édition de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.